Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans Coup de canon, le podcast par Arsenal French Club. Vous avez remarqué, ce n'est pas Raoul qui présente, c'est moi, Nitigna Simyong, membre d'Arsenal French Club et on va remplacer Raoul ce soir. Raoul, il prend des vacances. Raoul, il prend, on va dire, quelques jours de repos, on va dire, aujourd'hui, j'ai aussi un nouveau à mes côtés, hein, parce que c'est la première fois qu'il va faire un podcast. Donc soyez un peu indulgents avec ce monsieur, s'il vous plaît. C'est Nicolas Yoriaf qui est avec moi. Salut Nico, comment ça va? Salut Nitinia, merci pour l'invitation et puis salut à tous, à toute la communauté. Effectivement, à toute la communauté. Nico, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va débriefer un match qui nous a bien stressé. Hein. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais on a bien Oui. Je stressé. n'ai plus d'ongles, je n'ai plus Voilà. d'ongles, donc oui, je te rassure, ça m'a bel et bien stressé, même pour Voilà, la Carabao Cup. exactement, exactement. Après, quand on est fan d'Arsenal, on ne compte pas. Arsenal a fait match nul contre Crystal Palace en quart de finale de Carabao Cup, un partout. Et Arsenal se qualifie au tir au but, 8 tirs au but à 7. Et oui, au bout de la nuit, il est 23h33 heure française ici chez nous. J'espère que ceux qui vont nous écouter voilà, on a la gentillesse aussi d'être indulgent avec nous lorsqu'on va dérouler le fil du débrief de ce match. Nico, ce que je te propose, c'est déjà de parler de la composition d'équipe de Arsenal. Alors, il faut que je la retrouve, cette composition d'équipe. La voilà, avec donc en titulaire, donc Kepa dans les buts. La défense de droite à gauche, Timber, Saliba, Calafiori et Lewis Kelly. Au milieu de terrain, Norgard en sentinelle avec Eze et Merino. Et puis enfin, une ligne d'attaque complètement nouvelle avec Madueke à droite, Martinelli à gauche et puis surtout Gabriel Jesus, titulaire pour la première fois depuis presque un an sous les couleurs d'Arsenal pour ce quart de finale face à Crystal Palace. Nico, t'en as pensé quoi de cette compo avec un mélange de turnover et un mélange de titulaires? Ouais, ben plutôt content de voir que Arteta a procédé à un certain turnover au niveau de la composition d'équipe. Alors bon, il y a des choix pour lesquels il a, on va dire, un petit peu plus subi sur notamment la partie de la ligne défensive avec les nombreux absents ben, qu'on connaît, hein, que ça va savoir Ouais. Mosquera, Hincapié, Gabriel Ouais, notamment. un peu les trois Donc quarts de l'équipe, quoi. ouais, un petit peu la moitié de la ligne défensive, on va dire. Voilà. Et c'est pas faute d'avoir acheté des joueurs pour avoir un peu plus Mhm. de profondeur à tous les niveaux. Bon, au niveau de la ligne défensive, il n'y a pas grand-chose à redire parce que ben, on compose avec le peu de présents actuellement dans l'effectif. Mais content de voir que ben, Arteta a fait des changements, que ce soit au niveau du milieu de terrain ou même au niveau de l'attaque, avec ben, la présence de Norgard qui a eu peu de temps de jeu depuis le début de la saison et puis qui avait fait une belle prestation, à mon sens, face à Bruges en Ligue des Champions, à un poste qui n'était pas le sien. Donc, assez content de le voir cette fois à son poste de sentinelle pour voir et pouvoir un petit peu mieux juger ses qualités. Content également de voir que bah, il a pu titulariser Kepa, qui avait lui aussi avait été plutôt bon sur le dernier tour de Carabao Cup face à Brighton. Donc voilà, et puis devant les retours de Madueke et de Jesus qui font plaisir parce que la dernière prestation de Madueke nous avait laissé plein de promesses Ouais, en Ligue et des Champions. puis en Ligue des Champions Mm. et puis le retour de Gabriel Jesus qui avait eu une certaine réussite face à cet adversaire l'an passé et qu'on Ouais, souhaitait c'est vrai. fortement sur le terrain. Ouais, je vous rappelle, doublé Gabriel Jesus lors d'un quart de finale retour, il me semble, enfin un quart de finale en tout cas à rejouer. C'était justement face à cette équipe de Palace. Nico, moi j'ai une question sur cette compo. Par exemple, je vois sur le banc Ethan Nwaneri.
T'en as pensé quoi de sa mise au banc, sachant que on a un peu fait tourner, on voit quand même du Eze notamment titulaire, voire Norgard, comme tu l'as cité titulaire, et surtout Merino, qui revient à son poste de prédilection. Est-ce que c'est pas un peu, une nouvelle fois, un choix sanction? Qu'est-ce que tu en penses en fait de ce traitement d'Arteta réservé à Nwaneri? Sanction, je sais pas. Je pense qu'il a bénéficié de beaucoup de temps de jeu l'année dernière parce qu'il y avait beaucoup de blessés, que Mm. ce soit au milieu ou en attaque. Donc cette année, il a une concurrence qui s'est renforcée. Il est encore jeune aujourd'hui, donc il faut pas non plus, je pense, brûler les étapes avec lui. Et puis le peu de minutes qu'il a eu jusqu'à présent, il a malheureusement pas su saisir les occasions qui lui ont été données. Donc je Est-ce dirais que pas que pour toi, c'est il. ouais, est-ce que pour toi, justement, Ethan Nwaneri, là, il y a le mercato hivernal qui arrive, là, je mets déjà direct les pieds dans le plat. Est-ce que tu penses que c'est un candidat désormais à un départ, vu que déjà, là, il n'a pas d'opportunité en Carabao Cup? En championnat, les opportunités ne vont pas se bousculer pour lui non plus. Est-ce que pour toi, c'est un candidat à un départ pour partir cet hiver? C'est une très bonne question parce que on va dire que si on continue sur cette dynamique de blessures en cascade et à répétition, il n'est pas exclu qu'on ait besoin de faire appel à lui, ce que je ne souhaite évidemment pas. Maintenant, oui, la solution du prêt peut être bénéfique pour lui, d'aller voir dans des échelons inférieurs comme ont pu le faire d'autres joueurs par le passé ou même dans des championnats étrangers, même si c'est peut-être pas la meilleure solution. Ok, on a terminé donc avec cette compo. Nico, je te propose de passer au débrief de la première mi-temps où là, Arsenal a dominé. Je pense que c'est le mot. Dominé, dominé, dominé. On a eu des occasions à l'appel et surtout un Gabriel Martinelli en feu. Est-ce que tu as vu tu as revu, on va dire, le Martinelli flamboyant, provocateur plutôt, et surtout capable bah, de faire la différence. C'était vraiment l'homme de cette première mi-temps, Gabriel Martinelli. Ouais. Je pense que on a tous vu à quel point il avait été performant sur ce début de match. Bon, on y reviendra probablement, mais il a été malheureusement stoppé dans son élan avec cette, Ouais, avec on cette reviendra. béquille ou ce, ou Mm. ce coup au genou qu'il a reçu en fin de première période. Mais là où j'ai été agréablement surpris, c'est que habituellement, c'est un joueur qui, quand il reçoit le ballon dans les pieds, a beaucoup de mal à faire des différences. Il faut qu'il soit plutôt lancé dans la profondeur ou vraiment face au jeu pour faire parler ses qualités. Et j'ai trouvé que, à l'inverse, et au contraire de ce qu'il a l'habitude de nous montrer, j'ai trouvé qu'il avait une palette beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante. Il a souvent l'habitude de déborder sur son côté. Bon, là, on l'a vu venir provoquer en un contre un, mais également revenir un peu derrière puis centrer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de variété dans son jeu que ça a été le cas sur d'autres matchs, par exemple en début de saison. C'est vrai que c'est ça que je retiens, c'est la variété. C'est vrai que on l'a connu dans un style unidimensionnel, et c'est vrai que tu le mentionnes très bien, Nico, c'est la variété désormais des dribbles. On n'avait pas connu ça depuis, allez, 2 ans, quoi. J'ai l'impression 2, 3 ans, et là, on retrouve le Martinelli vraiment provocateur et qui a bien mystifié notre pauvre Français Jedi Canvo. Je pense que Nico, tu l'as bien vu. Jedi Canvo, il a passé une sale première mi-temps qu'il a Ouais, même dû être remplacé. ouais, ouais, et ça, ben on l'a vu, hein, fin de première mi-temps, Nathaniel Klein était Ouais. directement à l'échauffement, donc Glasner a pas hésité à faire le changement dès la mi-temps. Et Ouais. puis non, ça fait plaisir pour Martinelli parce que bah, ça le rend moins prévisible et pour nous, ça n'est que bénéfique. Et justement, qu'on a bien dominé cette première mi-temps, et pourtant le score c'est 0-0.
Nico, parce qu'on en a eu des occasions, hein, je l'ai dit à l'appel, hein. On va les citer un peu. On a du Gabriel Jesus notamment qui bute sur Benitez. On a Madueke aussi qui bute sur Benitez. On a un tir à côté de Martinelli un peu dévissé. Euh, Malheureusement, on est tombé sur un grand gardien en première mi-temps. Euh, Quel est ton sentiment après cette première mi-temps? Est-ce que c'est la frustration qui prédomine ou est-ce que c'est pour toi une première mi-temps satisfaisante et tu te dis en seconde période, on va continuer comme ça? Bah, je pense qu'on peut pas ne pas être frustré parce que quand on voit une telle domination, que ce soit dans les chiffres ou même au travers de nos propres yeux, euh, c'est une domination qui est totale et les occasions, on a su se les créer. Ça n'a pas toujours été le cas là aussi en début de saison. On a parfois une attaque qui est un peu moins flamboyante. Là, j'ai trouvé qu'on avait quand même réussi à se créer pas mal d'occasions. Bon, malheureusement, on a un peu pêché dans le dernier geste et on a aussi buté sur un très grand gardien, il faut le dire. Je crois qu'il a fait, avant les pénaltys, il avait fait 7 arrêts ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc, c'est quand même à mettre à son crédit parce qu'il y a des occasions, je pense notamment à la tête de Gabriel Jesus en première mi-temps qui est juste Ouais. super bien joué. Et c'est Mhm. vraiment plus un exploit du gardien que Gabriel Jesus qui vendange sur cette occasion-là. Ah oui, oui, il y avait bon, on va dire qu'il y a eu des vendanges, mais aussi de grands arrêts de gardiens. Donc de ce que j'ai compris, c'est de la frustration qui prédomine. Et je t'avoue que moi aussi, c'est un Plutôt de peu la de la frustration frustration. qui prédomine plutôt que allez, il y a un peu de satisfaction de se dire qu'on a quand même dominé, mais malheureusement, le score, c'est 0-0. Et après arrive la seconde mi-temps, tu l'as évoqué, c'est cette blessure de Martinelli qui pourtant revient sur le terrain. Est-ce que c'est pas cette blessure en deuxième mi-temps, Nico, qui un peu nous handicape et qui, on va dire, brise un peu la dynamique de cette seconde période, ou est-ce que c'est les changements d'Oliver Glasner, il est passé désormais à 3 derrière, et qui perturbe, on va dire, les plans de jeu de Mikel Arteta à ce moment-là? Alors, je crois que dès le départ, je crois que dès le début du match, ils jouent en 3-4-3 au niveau de la composition d'équipe de Crystal Ah Palace. ouais, oui, oui, ah oui, trois quatre C'est trois ouais, juste que exactement, ouais. c'est c'est juste qu'ils ont mis du temps pour moi, à appréhender et à maîtriser totalement leur manière de défendre, notamment sur nos ailiers, que ce soit Martinelli ou Mm, Madueke. Bon, mm. Martinelli un peu plus en vue, évidemment, mais même Madueke a quand même En- fait quelques ouais. différences sur son côté en première période. Ils ont su rectifier le tir en deuxième en faisant notamment pas mal de prises à deux sur les ailiers. Je pense, je pencherais davantage pour moi les choix tactiques de Glasner que la blessure de Martinelli. Mhm, Parce que de son côté, Madueke ne faisait pas non plus une mauvaise première mi-temps, même si mm. il était évidemment moins en vue. Ouais, c'est en fait là je voyais plus le vrai système de Palace que je voyais pas du tout en première mi-temps, tout simplement, je pense, parce qu'il y avait un vrai déséquilibre qu'on a créé en première mi-temps. Là, il y avait un vrai équilibre, on voyait maintenant mieux le système A3 mis en place effectivement par Oliver Glasner, et donc j'ai l'impression que ça nous a perturbé, on va dire, et on se crée plus d'occasions, et même c'est Palace qui domine. À ce moment-là, Nico, on prend peut-être un peu peur. Ils ont même plus de percussion, on va dire, d'agressivité. Est-ce que là, on est retombé, on va dire, dans les dernières prestations d'Arsenal, c'est-à-dire Arsenal un peu frileux, moins incisif, moins agressif et plus lent, on va dire, dans les exécutions des passes et des enchaînements. Alors oui, maintenant je pense aussi que l'adversaire a su se mettre au niveau du match à un moment donné. Je parle surtout en termes d'intensité physique, parce qu'au niveau des duels, ils sont, on va dire, beaucoup plus rentrés dedans et ils ont su un peu rééquilibrer les débats. Après, il y a quand même un petit détail qui aurait pu aussi empêcher en fait ce réveil de Palace, c'est le penalty qu'on aurait, à mon sens, pu obtenir sur une main Oui. de Klein dans la surface, Mhm. où c'est, je crois, Eze qui reprend le ballon C'est ça. et la main est est décollée du corps. Il amplifie sa surface corporelle, donc Mhm. malheureusement, il n'y avait pas la VAR aujourd'hui. Elle apparaîtra sur les demi-finales. Mais peut-être qu'avec un penalty un peu plus tôt dans le match, C'est c'est un la peu là. situation Ouais.
n'aurait pas été la même. C'est un peu n'importe quoi ça. Tu dis, il y a la VAR, il y a pas la VAR en quart, mais il y a la VAR en demi avec tout l'argent que se fait le foot anglais. Tu trouves pas que c'est un peu une aberration ça de ne pas avoir la VAR dans un stade, on va dire, assez avancé de la compétition? C'est ouais, c'est un peu aberrant, d'autant plus comme tu dis que si c'est pour des raisons économiques, bon, l'Angleterre en général n'a pas trop à se plaindre, que ce Normalement. soit au niveau des droits TV de la Première Ligue ou même des coupes nationales. Exactement. Et puis donc, il y a des changements. Donc Arteta fait des changements pour essayer de redynamiser l'équipe. Il sent que l'équipe, on va dire, ne va plus très bien. On marque. Donc à 10 minutes de la fin du match, parce qu'il se passe pas grand-chose hein, finalement en seconde période. Hein, Nico, si je sais pas si tu me diras le contraire. Donc je passe directement à la 80e Non, minute de jeu. Ouais, je t'avoue que j'avais ouais, noté assez peu d'événements marquants ouais, en deuxième période. Il y a quelques c'est ça. occasions, notamment de Jesus. Il y a plusieurs occasions de Gabriel Oui, Jesus, ouais. mais en dehors de ça, avant le but, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent côté Gunners. Ouais, c'est ça. Bah, en plus, il y a des moments de flottement. Il y a la blessure de Richards, notamment, qui nous fait patienter pendant quasiment 10 minutes, d'où les 9 minutes de temps additionnel, dont on reviendra tout à l'heure. Donc, 80e minute, il y avait un corner pour Palace. C'était super dangereux. Et puis, je sais pas, je crois que Mateta s'est pris pour un défenseur d'Arsenal et a repoussé le ballon. Et ensuite arrive le corner pour nous. Forcément, qui dit corner dit danger, Nico. Et qui dit danger dit but. Forcément, avec donc ce but contre son camp de Maxence Lacroix, le grand bonhomme du jour, on va dire. Maxence Lacroix, on verra plus tard. 80e minute de jeu. Comment tu l'as accueilli ce but? Un soulagement ou alors un peu une forme de délivrance? On va dire, c'est mérité. Ça y est, on va plus lâcher le match. Une délivrance, c'est certain, parce qu'on s'est dit que à un moment donné, il y avait beaucoup de choses qui jouaient en notre défaveur. On avait jusqu'à présent pas fait preuve de beaucoup de réussite, je trouve, devant le but. Après, ce qui m'a rassuré aussi, c'est de voir qu'avant le but, on est quand même capable de jouer en transition et de faire Oui, des contre-attaques rapides et efficaces. Euh, et après, il y a effectivement ce corner où bon, Maxence Lacroix est malheureux et marque contre son camp, mais euh, encore une fois, c'est l'arme numéro un des Gunners qui frappe avec un but sur coup de pied arrêté. Euh, et on espérait à ce moment-là que le match était plié. et puis, tu l'as dit très bien, c'est vrai qu'il y a eu donc cette transition en attaque et cette frappe de Jésus qui aurait mérité un meilleur sort, mais Benitez, il a décidé de nous faire la peau, je pense, ce mardi soir, juste avant les fêtes de fin d'année. Donc, il y a un but à zéro. On pense qu'Arsenal est libéré. Il y a même une occasion pour encore Gabriel Jesus. Il la met au-dessus, malheureusement. Donc, on manque le coche pour enfoncer le clou, Nico. Qu'est-ce que tu as noté d'autre sur la fin de la seconde mi-temps des Gunners? Enfin, avant la 90e minute, est-ce que là, tu sentais qu'Arsenal avait tout de même la maîtrise et on se dirigeait tranquillement vers une victoire 1-0, même si Palace avait tout de même des arguments pour pousser à égaliser? Bah, même si Palace est revenu dans le match en deuxième période avec de meilleures intentions, ils n'ont pas réellement été très dangereux devant le but de Kepa avant cette 90e minute. Il y a quelques situations un peu, on va dire, hasardeuses, avec pas mal de Oui, cafouillages. Il y a une longue touche je crois que c'est Lerma qui fait la touche, oui, c'est ça. qui arrive dans les gants de Kepa directement. Bon, c'est un peu cafouillé, mais il n'y a pas de réelle occasion franche de leur côté. Donc à ce moment-là, on se dit, bah, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver, même si dans le jeu, effectivement, il y a moins de maîtrise et c'est moins serein. Exactement. Et vu qu'il y a moins de maîtrise, il y a moins de sérénité, tu le dis très bien. Qui dit moins de sérénité dit faute stupide, en l'occurrence celle de Saliba, alors que il n'y a pas de danger, je sais pas ce qu'il veut faire, mais il fait la faute. Et sur le coup franc qui suit, je sais pas pourquoi, mais je le sentais venir, cette égalisation un peu
comme, excusez-moi mon langage, mais à la con. Voilà, donc ce coup franc, déviation de Lerma, reprise de Marc Guéhi, égalisation. Kepa n'avait même pas fait un seul arrêt de la rencontre. Et sur le premier tir cadré de Crystal Palace, eh ben, il encaisse un but. Donc ça fait un partout à la 90e plus 4. Nico, là, à ce moment-là, il y a de la colère, il y a de la frustration. Mais pour toi, est-ce une nouvelle fois un manque de maturité chez certains de nos joueurs, et notamment bah, William Saliba, là, que j'ai mentionné, et qui est coupable de cette faute? Un manque de maturité, je sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est vrai il y a quand même une certaine innocence et on apprend dès les catégories de jeunes, dans les moments cruciaux, à ne pas faire de fautes aux abords de la surface. Et c'est vrai que on parlait tout à l'heure des coups de pied arrêtés, qui était l'arme numéro un des Gunners offensivement, mais c'est un peu parfois le talon d'Achille aussi de la défense. Notamment cette saison, parce qu'on encaisse pas mal de buts sur les coups de pied arrêtés, malgré tout. Mhm. Euh, et, et ce but-là en est encore une fois la preuve. Alors, il y a des marquages individuels qui, pour moi, sont un petit peu aberrants. Ouais. Parce que là, je crois que si je me trompe pas, je crois que c'est Trossard au départ qui est au marquage sur Gueye, qui reste quand même une des principales menaces dans les duels aériens côté Palace. Et bon, c'est très étrange. Il anticipe, j'ai l'impression, une contre-attaque et donc il lâche Gueye au marquage. Et puis c'est remis de la tête par je sais plus qui. C'est Et puis Lerma, derrière, bah, une nouvelle fois. effectivement, voilà, Lerma. Et puis derrière, ça fait but à bout portant. Bon, je sais pas si on peut blâmer non plus Kepa sur ce but-là, mais Saliba, c'est clair que malheureusement sa faute est préjudiciable. Et donc, en fait, tu le disais, on manque de sérénité, on manque de maîtrise. Les rentrées de Odegaard et de Saka, c'était fait pour ça, normalement, pour poser le ballon, pour mettre le pied sur le ballon et pour garder le ballon. Et là, quand on encaisse un but comme ça, on remet limite tout en cause. Est-ce que pour toi aussi, le coaching de Mikel Arteta dans cette seconde mi-temps a été un poil défaillant? Alors, je trouve notamment la rentrée de Saka peut-être un peu tôt dans ce match parce que Madueke fait pas une mauvaise prestation dans l'ensemble. Il aurait peut-être mérité d'avoir un petit peu plus de temps de jeu sur cette partie. Mhm. La rentrée d'Odegaard est peut-être moins polémique parce que le match d'Eze, lui, un peu plus compliqué. Euh, On en Eze fait reviendra un à Eze. match voilà, fait un match moyen, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Moi, c'est plus la rentrée de Saka que je ne comprends pas forcément, en tout cas aussitôt dans ce match, que celle d'Odegaard, parce que celle d'Odegaard est censée amener plus de maîtrise, comme tu l'as dit, Mhm. et, est censée savoir garder les ballons quand c'est nécessaire. Voilà. Et donc, ça se termine sur ce score de un partout. Et donc, séance de tir au but. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette séance de tir au but, finalement, Nicolas. Mais la seule chose à dire, c'est qu'Arsenal tire bien les pénaltys. Il y a pas eu de pénalty, on va dire, ric-rac, comme on dit dans le jargon. Euh, mais toi, ton sentiment d'ailleurs dans cette séance de pénalty, c'était quoi? Bah, du stress forcément, mais un peu de peur aussi, la peur que un des joueurs rate. Comment était ton sentiment pendant la séance de tir au but? Alors, évidemment, comme tout supporter des Gunners, je pense qu'il y avait du stress, Mhm. c'est clair. J'ai été agréablement surpris par certains joueurs, pour être tout à fait honnête. Quand je vois William Saliba frapper son penalty au départ, j'étais pas le plus serein du monde. Bon, finalement, il le tire relativement bien. Après, il y a certaines courses qui sont un peu douteuses et qui nous mettent le stress avant la frappe. Mais bon, finalement, tous les pénaltys sont quasiment bien tirés. Et, et c'est peut-être signe que c'est travaillé aussi à l'entraînement et qu'il n'y a Ouais. pas que les corners et les coups francs qui le sont. Il y a les coups de pied arrêtés plutôt, qui le sont, j'ai Voilà. l'impression, avec les corners, les coups francs, les pénaltys. Surtout que Benitez, il a fait un grand match.
il a fait vraiment un très très grand match. Il sort notamment la dernière frappe de Rice aussi. Vraiment, il a été énorme et j'avais quand même un peu peur, moi, avant la séance, surtout de Benitez, qui était vraiment chaud patate. Et après, petit à petit, je sais pas pourquoi, le doute m'a quitté, en fait. Et, et d'un coup, bah, la séance de tir au but s'est plutôt bien passée. Et puis, t'en as pensé quoi de Kepa? Alors oui, il arrête le penalty du héros du jour, on va dire, hein, pour nous, hein, Maxence Lacroix. Mais sinon, t'en as pensé quoi? Il- Certains dans la rédac ont dit que c'était un peu Hugo Lloris dans cette séance. Est-ce que c'est le sentiment que tu avais aussi? Effectivement, sur cette séance, ça m'a rappelé un certain Hugo Lloris parce que c'était pas le gardien le plus efficace sur penalty. Des souvenirs que j'en avais, j'étais quand même assez serein parce que il me semblait que Kepa était un gardien qui était relativement performant sur cette partie du jeu et les pénaltys. Bon, aujourd'hui, on va pas dire que son comportement était exemplaire, en tout cas son attitude, parce que, comme le disaient certains membres de l'assaut, il donnait quand même beaucoup d'indications au tireur avant même la Ah, c'est frappe. sûr. Mais Mhm. il finit par en arrêter un, c'est le principal, et il nous qualifie pour ces demi-finales de Carabao Cup. Donc Et ouais. c'est plutôt Et donc, positif. c'est positif. Et finalement, il sort une prestation positive. Et on va dire qu'on s'en sort bien avec cette qualification. Un peu de frustration, on va dire, notamment au vu de la première mi-temps. Mais finalement, c'est une qualification. Donc, un partout, 8 tirs au but à 7. Donc, et qualification d'Arsenal. On va affronter Chelsea en demi-finale, hein, de Carabao Cup. Ce sera vers janvier, où on ne sait pas la date. Mais de toute façon, voilà, ça nous fait des matchs en plus Et sur, pour nous, les Gunners. Et ça sur, fait du bien. Ouais. sur Oui, oui, tu confrontation disais. aller-retour, je crois. Sur Oui, c'est sur confrontation confrontation. aller-retour, il me semble. Oui, Donc c'est ça fait ça. 2 matchs en plus Donc, dans ce calendrier déjà très chargé. chargé. Très, très chargé. On en viendra au calendrier. On passe à nos tops et nos flops. Voilà, pour continuer l'émission, Nico. On va citer trois tops et trois flops. On va d'abord commencer par les tops, hein. On va pas vraiment développer dessus. Euh, qui t'a trouvé bon dans ce match, Nico? Je t'écoute. Alors, j'ai modifié mes tops parce qu'aujourd'hui, pas parce qu'à la fin du match, Euh, j'avais à la fin du temps réglementaire mis 3 tops avant de me raviser parce Oui, que il n'y avait pas de prolongation, euh, hein, pour info, hein. C'est pour ceux ouais. qui écoutent et qui ne savent pas encore, il n'y avait pas de prolongation. Donc au niveau des tops, j'ai mis Gabriel Jesus parce que même si il ne marque pas sur ce match, j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup d'envie, beaucoup de d'appels de balles, que ce soit dans les pieds ou même en profondeur. Donc j'ai trouvé qu'il avait eu beaucoup d'activité et c'est quand même à mettre à son crédit quand on revient d'une blessure des ligaments croisés. Bon, Mhm. malheureusement, il marque pas, ce qui fait que sa note aurait pu, ou ça aurait pu être encore plus euphorisant et gratifiant pour lui, mais c'est quand même Ouais, c'est dommage. une Il belle manque de prestation but. qu'il nous a offert. Oui, je suis C'est quand d'accord. même une belle Mhm. prestation qu'il nous a offert. Donc j'avais mis au départ Saliba, mais malheureusement, sa faute le fait sortir de ce top, à mon sens, parce qu'il Dommage. influe quand même sur le résultat et sur le match. Ouais, Mais j'ai mis que 2 tops, donc j'ai mis Jesus et j'ai ouais. mis Gabriel Martinelli, même Mhm. si voilà, Forcément. il a joué que Ouais. 45 minutes, mais Mhm. on peut imaginer que s'il n'avait pas été stoppé par cette blessure, il aurait probablement fait un match tonitruant. Bah moi, j'avais effectivement Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli en top, et j'ai bien aimé le match de Miles Lewis Kelly. J'ai bien aimé son match, j'ai trouvé aujourd'hui, même si il a encore toutes ces fautes parfois de concentration et parfois un peu de justesse technique. Il a gagné des duels, il a été plutôt propre avec le ballon. Donc moi je l'ai trouvé très bon. Miles Lewis Kelly, voilà, enfin une bonne prestation de sa part, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, donc c'est pour ça que je le mets C'est vrai, dans les tops. Donc, c'est vrai. donc voilà pour mes tops également, et donc aussi les deux mêmes, et je vais pas paraphraser ce que tu as dit, car c'était déjà très complet. Maintenant, on va parler des flops, et là, on a des choses à dire, Nico, parce qu'il y en a.
des flops d'abord, bah, je vais te demander les tiens, évidemment, et je pense qu'on a déjà cité un parmi les flops. Tu peux Ouais. y aller. Alors, là aussi, j'ai que deux flops véritablement parce que Ouais. euh, j'ai pas non plus Non, trouvé mais qu'il y tu avait peux mettre deux beaucoup flops, de c'est très joueurs qui bien, étaient hein. passés j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de joueurs que ça qui étaient passés au travers de leur match. J'en ai Mm, deux en tête. Le mm, premier, c'est peut-être aisé mm, parce que il a eu pas mal de déchets, j'ai trouvé, balle au pied. Alors, il a été mm, volontaire, il a proposé pas mal de solutions au cœur du jeu, mais malheureusement, pour moi, c'est trop insuffisant encore une fois, en mm. sachant que bah, il connaissait parfaitement l'adversaire du soir pour le coup, puisque c'est son ancien club. Et il a Donc, marqué lors il du premier aurait match, hein, pu, Eze, hein. Donc, en c'est vrai, championnat. Ouais, donc, voilà. c'est vrai, Vas-y. il aurait pu ben, s'illustrer davantage en connaissant parfaitement l'adversaire du soir. Bon, malheureusement, il a eu, à mon sens, beaucoup de déchets, que ce soit dans les passes ou même au niveau des ballons perdus. Euh, et en deuxième flop, je mettrais Timber, qui, Oh! une fois n'est pas coutume, euh, est pour moi passé un peu au travers de son match. Mhm, J'ai en tête notamment en première mi-temps deux pertes de balles qui sont quand même, bon, heureusement sans conséquence, mais qui sont pas du tout habituelles de sa part. ok. Et puis même offensivement, j'ai trouvé qu'il avait quand même été moins euh, Mhm. force de proposition et disponible aux avant-postes pour amener un peu le surnombre ou véritablement déborder sur son côté. Ah, je comprends. C'est plus un flop par rapport à ses hautes performances qu'il avait notamment lors des précédents matchs, hein. Sinon, on va dire, dans l'ensemble, c'est pas forcément un flop. Voilà, c'est plutôt ça, on va dire. Ouais. Donc, ok, je comprends tout à fait. Alors moi, j'avais comme flop, effectivement, bah, Aizé, et je vais pas paraphraser ce que tu as dit, bah, c'est pas la peine que j'en développe davantage. C'est vrai qu'il était un peu en dessous de ce qu'on attend de lui, surtout pour une recrue à plus de 70 millions d'euros. On attend quand même des performances beaucoup mieux que ce qu'il propose. Autre flop pour moi, bah moi je suis désolé, mais malheureusement, Noni Madueke, il ne fait pas un bon match. Voilà, et peut-être là, j'ai attendu en fait le moment pour le dire, mais non, pour moi, c'est moyen, malheureusement, hein. Enfin, oui, il a provoqué, il a créé il a créé des choses, mais malheureusement, par exemple, la volée qu'il tente, il tire sur Benitez, il met beaucoup trop de temps à tirer, ça manque aussi un peu de spontanéité. Et puis, sur les dribbles, il n'a pas vraiment été en réussite, malheureusement. Madueke face à Tariq Mitchell, il avait quand même Mitchell sur le dos, c'est pas n'importe qui comme arrière-gauche de première ligue. Donc, je sais pas ce que tu en penses de sa prestation. Tu l'as pas mis ni dans les tops ni dans les flops, Madueke, mais Non, tu disais qu'il fait pas un mauvais match. non, parce que pour moi, il fait un match moyen, qui le Voilà. place ni dans les tops ni dans les flops. Pour moi, c'est un match Ok. moyen de sa part. Mhm. Euh, alors, effectivement, quand on voit ses dernières sorties, là aussi, un peu comme pour mon raisonnement par rapport à Timber, on peut se dire, bon, bah, c'est décevant compte tenu de ce qu'il a pu nous montrer Mhm. Mhm. sur certains matchs. Mhm. Mais j'ai pas trouvé qu'il était non plus à l'envers sur cette rencontre. Bah, je comprends, ok, bah très bien, bon bah voilà, n'hésitez pas au sein chers auditeurs, si vous trouvez que nos tops et nos flops sont justifiés, notamment concernant les cas Madueke et surtout concernant le cas Eze, dont on attend énormément et on en parlera lors des prochaines semaines notamment. Et justement, les prochaines semaines, Nicolas, pour compléter et pour terminer ce débrief, c'est dans 3 jours. Ce match, donc, alors, putain, il faut pas que je me trompe, ça commence par un B. C'est Brighton Brighton. à domicile, voilà. J'ai cru que c'était Brentford, désolé, hein, pour donc Brighton. 27 décembre, 16 h, voilà, un horaire plutôt inhabituel pour nous, hein. Nous, on joue plus à 13h30 ou à 18h30. Le 27 décembre, donc, pour toi, retour des titulaires pour ce match-là? Je pense parce que la première ligue reste, à mon sens, la compétition qui est privilégiée par Arteta. Alors, Mm, on n'en a pas parlé, c'est vrai, en introduction par rapport à la composition d'équipe. Il y a une chose que mm, j'ai trouvée juste et qui est à mon sens, qui est à mon sens importante, c'est que le fait d'opérer un turnover tel que il l'a fait aujourd'hui,
ça permet malgré tout aussi de concerner tout l'effectif. Ouais. Et quand on va arriver sur des périodes de printemps et que la course au titre va se dessiner, si Arsenal est encore dans la course au titre, ce que j'espère très fortement, ben, ça peut Mhm. aussi à un moment donné être une bonne chose d'avoir donné du temps de jeu à tout le monde et que tout le monde puisse apporter ben, sa patte à un éventuel trophée en fin de saison. Très bien, parce qu'en fait, Mais voilà, ça va s'enchaîner parce qu'il y a le 27 décembre et il y a le 30 décembre surtout. Il y a Aston Villa à domicile en plus encore. Donc, franchement, cette série de 3 matchs, pour l'instant, elle démarre bien, on va dire, Nicolas, elle démarre bien. Et on espère qu'elle va continuer hein, face à Brighton. Donc, tu allais dire quelque chose. oui, donc pour répondre à ta question, effectivement, pour moi, il faut quand même opérer au retour des titulaires, en tout cas le maximum parmi ceux qui seront disponibles pour Mhm. continuer à engranger des points et rester top of the league. Rester en tête surtout et mettre la pression sur City qui, je crois, jouera plus tard, si je dis pas de bêtises, dans cette journée de Première Ligue qui nous attend. Donc la 18e, déjà 18e. Ah non, ils jouent avant. Ils joueront avant. Ils joueront contre Nottingham Forest, à Nottingham Forest. Donc ça va être très chaud là aussi, même si Forest ne va pas très très bien. Nicolas, est-ce que tu voulais dire un dernier mot avant de clôturer ce débrief? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. On a à peu près tout dit. Je vous rappelle, qualification donc d'Arsenal pour les demi-finales de la Carabao Cup. Dans un match à suspense, un partout, 8 tirs au but à 7. Donc Nicolas, bah pour ta première, je pense que tu t'es très bien débrouillé. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Merci à toi, Mutinia, puis Et, à bientôt. et tu reviens quand tu veux, évidemment, dans le podcast Coup de canon. Et comme Raoul le dit à chaque fin de podcast, évidemment, come on Young Gunners. À la prochaine. Salut. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.